Chers amis téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre numéro de Free Speech. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet très important, l'audit du fichier électoral qui reste l'un des préalables importants pour des élections crédibles et apaisées. Pour réussir la mission, le cadre de concertation de l'opposition a élu le docteur Jean-Baptiste Elias pour piloter les opérations. Mais force est de constater que les partis acquis à la cause du chef de l'État sont réticents pour leur participation à cet audit du fichier électoral, bien que les moyens aient été mis à disposition par le président Patrice Talon pour le travail nécessaire. Qu'est-ce qui motive l'audit du fichier électoral? Les moyens mis à disposition sont-ils suffisants pour faire le travail? À quand la mise à disposition d'un fichier électoral toiletté totalement? Autant de questions auxquelles nous allons répondre avec Dr Jean-Baptiste Elias. Il est le président du comité de pilotage de l'audit du fichier électoral. Président, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Et d'entrée de jeu, je vais vous demander qu'est-ce qui peut motiver l'audit d'un fichier électoral alors que pour certains, visiblement, il n'y a pas trop de problèmes à l'intérieur. Bien sûr. Je salue les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous écoutent en ce moment. Et je commencerai d'abord par dire qu'est-ce que c'est que l'audit, pour qu'ils comprennent. L'audit n'est rien d'autre que la vérification. L'audit est l'analyse quantitative et qualitative d'un produit fini. L'audit, c'est un organe de gestion et de transparence. En fait, nous sommes ici face à une situation où on va mettre en place un fichier électoral devant présider ou conduire les élections de 2026. Nous avons fini avec la LEPI. Nous sommes maintenant dans le régime de liste électorale informatisée. Alors, quand en octobre 2022, le responsable de l'ANIP, Agence nationale d'identification des personnes, a réuni le parterre des organisations de la société civile pour leur présenter la nouvelle procédure devant conduire au fichier électoral. Le FONAC, dont je suis le président, et votre humble serviteur qui vous parle, avec son manteau d'ancien président du Conseil de l'Union africaine contre la corruption, a levé le doigt et a dit il faut faire l'audit du fichier électoral. Octobre 2022. Il a accepté. Et du 19 octobre au 28 octobre 2022, il a convié tous les partis politiques de la mouvance, tous les partis politiques de l'opposition, la société civile qui s'occupe des problèmes de gouvernance, et nous avons travaillé pendant 10 jours. On s'est rendu compte que le temps ne suffisait plus pour continuer. Il fallait choisir entre insister qu'il faut coûte que coûte finaliser l'audit ou alors accepter d'aller aux élections pour qu'il n'y ait pas un vide juridique. C'est cette deuxième formule que nous avons choisie. En se disant, malgré tout ce qu'il y aurait comme déchets, je pèse bien mes mots, comme déchets dans le fichier électoral, c'est-à-dire dans la base de données qui a permis de générer le fichier électoral, on y va quand même et on verra le reste après. C'est au cours d'une audience que le chef de l'État a accordée à un parti politique en novembre 2023 que ce parti politique a repris le sujet pour dire il faut faire l'audit du fichier électoral. Et cette fois-ci, c'est un parti politique qui a demandé au chef de l'État, qui a accepté et dont le Conseil des ministres du 19 février 2025 a donné les moyens pour le faire. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Et pourquoi, comme vous avez dit tout à l'heure, pourquoi faut-il faire l'audit? C'est aussi simple que ça. C'est un travail technique et scientifique. Exemple concret. La loi 2017-08
du 19 juin 2017 portant inscription des Béninois et des étrangers sur le registre national a prévu qu'il faut inscrire nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, lieu de résidence, commune, village, arrondissement, département, et donner les références de l'acte de naissance de chacun. À défaut d'acte de naissance, il faut donner les références du jugement supplétif. Quand l'individu n'a ni l'un ni l'autre, la loi a prévu qu'il faut un témoignage de 3 personnes pour dire, monsieur le journaliste, je vous connais, vous êtes né peut-être vers telle année, vous êtes béninois, je certifie que vous êtes béninois. 3 personnes. Et c'est ça là qui a fait qu'on a inscrit dans la base de données à travers le RAVIP. Or, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et maintenant 2025, ça fera 9 ans que la loi a permis à l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP d'inscrire les gens dans la base de données. Mais est-ce qu'ils ont bien fait le travail pendant les 9 ans? Aucun œil extérieur n'est venu voir ce qu'ils ont mis dans la base. Or, tout le monde sait qu'en matière, par exemple, de construction d'infrastructures, donnons cet exemple pour que les téléspectateurs puissent bien comprendre. On a construit beaucoup de routes, on a construit des bâtiments, mais à chaque fois qu'on veut faire une infrastructure, on fait un appel d'offres, on désigne la structure chargée de réaliser l'ouvrage. Au même moment, on fait un appel d'offres pour désigner une structure chargée de faire le suivi et le contrôle de l'ouvrage. Au même moment, on fait un appel d'offres pour désigner une structure qui doit faire l'audit de l'ouvrage. Ici, dans le cas d'espèce, l'ANIP, avec son personnel seul, a inscrit les gens dans la base de données. 1. Est-ce qu'ils ont fait les choses selon les règles de l'art? 2. Est-ce qu'il n'y a pas eu des erreurs? 3. Est-ce que les erreurs sont volontaires ou involontaires? Voilà autant de choses que l'audit doit faire pour permettre à ce que l'on puisse voir si, avec l'œil extérieur, on se rend compte que toutes les dispositions prévues par les tests réglementaires ou par les tests légaux ont été respectées. C'est ça l'audit. Et voilà pourquoi c'est important. C'est important parce que, à partir du 1er janvier 2026, tous les Béninois, je répète bien, tous les Béninois qui auront 18 ans et plus seront dans la base et seront extraits de la base pour faire le fichier électoral. Or, si cette base qui comporte beaucoup de déchets, hélas, continue d'avoir les déchets, l'extraction prendra également en compte tous ces déchets-là, et c'est ce qui fait que la crédibilité du fichier électoral prendra un coup. Voilà pourquoi, techniquement, il faut faire ce travail pour qu'on puisse s'assurer que toutes les dispositions légales ont été prises pour que les inscriptions se fassent dans les règles de l'art, qu'il n'y ait pas eu de déviance, qu'il n'y ait pas eu tel problème, volontaire ou involontaire, et que le fichier puisse sortir avec moins de déchets possibles. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, en 2022, vous avez déjà dit ça à l'entame de vos propos, vous avez dénoncé un certain nombre d'irrégularités qu'on a constatées dans le fichier. Un journal a titré ce matin plus de 400 000 inscrits de manière frauduleuse dans la base de données. Est-ce que vous confirmez ces chiffres-là? J'ai entendu le directeur général de l'ANIP dire qu'il y a 400 000 décès qui seraient radiés de la base de données. Parfait. Mais à la place du directeur général, je serai le premier à dire qu'un autre œil extérieur vienne voir ce que nous avons fait
et constate que ce que j'ai dit en tant que directeur général est confirmé ou pas. Donc, il nous conforte dans notre position de dire qu'il faut faire l'audit. Puisqu'il faut qu'un œil extérieur vienne constater ce qu'il a dit. De ce point de vue, nous sommes d'accord avec lui. Si les experts qui vont venir faire l'audit constatent réellement que ce qu'il a dit est vrai, c'est tant mieux. Nous ne voulons que ça. Mais il faut qu'un œil extérieur vienne voir, plutôt que de dire, faites-moi confiance, j'ai effacé 400 000 de morts du fichier ou de la base de données, c'est suffisant. Non, il faut qu'un œil extérieur vienne voir. Et pour ce travail que nous comptons faire, pour mettre tout le monde à l'aise, que les Béninois comprennent très bien qu'il s'agit d'un travail scientifique et technique, nous avons prévu de faire appel à des experts internationaux qui s'y connaissent, qui ont déjà fait l'audit du fichier électoral dans d'autres pays, qui ont donc l'expertise et qui vont jouer leur crédibilité pour faire le travail afin qu'à la fin de leur mission, nous puissions avoir quelque chose dénué de beaucoup de déchets pour que ça puisse rassurer les uns et les autres pour les élections. Alors, est-ce qu'il y a des exemples, par exemple, qu'on peut donner pour étayer ces irrégularités constatées? Parce que là, vous l'avez fait, vous avez entendu en 2022, quand vous étiez en train de lancer l'alerte, d'ailleurs, sur des chaînes de radio, sur des chaînes de télévision. Est-ce qu'il y a des cas de manière concrète? Malheureusement, oui, mais je préfère, puisque nous sommes dans la logique maintenant de faire constater ces cas-là par les experts, je préfère ne pas les dire pour qu'on ne puisse pas dire que j'ai orienté le travail des experts. D'accord. Alors, nous sommes dans la logique de faire les choses comme si de rien n'était. Oui. On ne veut condamner personne, on ne veut tutoyer personne, on ne veut mettre personne en exergue. Les faits nous permettront de savoir ce qui s'est passé et s'il y a correction à faire, le code électoral a bien prévu qu'on peut faire l'appurement nécessaire et il n'y a pas de problème à ce niveau. D'accord. Alors, les journaux ont titré la semaine écoulée, après le Conseil des ministres, que vous avez reçu suffisamment de moyens pour pouvoir faire le travail. Dites-nous, où en sommes-nous d'abord avec le travail qu'il y a à faire et si les moyens mis à disposition peuvent faire le travail? Où en sommes-nous? À quelle étape vous êtes dans le travail? Merci beaucoup. Je profite de l'occasion pour remercier le président de la République et le Conseil des ministres parce que quand le comité de pilotage de l'audit du fichier électoral a été élu, nous avons rencontré le 17 janvier 2025 le ministre de la Justice et de la Législation qui est chargé de faire la navette entre les institutions. Il nous a dit, allez préparer tout et amener. Donc, c'est le comité de pilotage qui a préparé le budget sur la base des connaissances que nous avons en tant qu'experts, parce que n'oubliez pas, dans le comité de pilotage, nous sommes des experts ayant quand même fait un certain nombre de choses ailleurs avant de venir ici. Alors, donc, c'est le budget que nous avons préparé, qui a été entièrement accepté par le Conseil des ministres et qui fait les 159 millions dont on a parlé. Je remercie le gouvernement pour avoir publié le montant. Parce que le plus souvent, nous, de la société civile, nous avons toujours demandé qu'on puisse être transparent et qu'on puisse tout dire. Alors, puisqu'ils ont publié, eh bien, nous allons vous donner le détail maintenant. Pour que les téléspectateurs puissent comprendre que nous avons les détails. Sur les 159 millions que nous avons demandés, les experts, il y en a 4, vont venir travailler ici au Bénin pendant 45 jours. Le budget qui les concerne fait 83 millions 346 000 francs CFA. Donc c'est plus de la moitié. Mais comme il s'agit des fonds publics, l'État met à votre disposition 1 centime. Il y a des procédures pour l'utiliser. Il y a des procédures pour garantir la bonne utilisation de l'argent public. Dans cette conception,
nous avons prévu dans le budget, de recruter un agent comptable spécialisé dans la gestion des fonds publics. 2, un agent de contrôle financier, parce que le comptable va faire le travail, mais il y a un contrôle financier qui va vérifier si tout est bien passé dans les règles de l'art. Parce que nous voulons que l'argent public soit utilisé selon les règles des finances publiques. Nous avons prévu de recruter un agent chargé des marchés publics. Parce que quand nous allons lancer l'appel à candidature pour les experts, il faut que ça suive la règle du code des marchés publics. Nous avons prévu de recruter un secrétaire qui sera en même temps agent de liaison. Nous avons prévu de louer un local qui va abriter le siège du comité de pilotage et qui servira également de cadre pour les 4 experts qui vont arriver pour travailler parce qu'ils ne vont pas travailler dans la rue quand ils vont arriver. Nous avons prévu de quoi payer l'électricité, SBE, de quoi payer l'eau, SONEB. Nous avons prévu de quoi acheter un tout petit ordinateur pour que tout ce qui sera fait soit enregistré dans cette base de données-là. Nous avons prévu d'acheter une photocopieuse parce que quand ils vont faire le travail, il y a des copies à faire. On ne peut pas aller donc dans les services publics pour aller faire la copie, étant donné le caractère confidentiel du travail qui sera fait. On a prévu d'acheter les cartouches d'encre, les papiers et autres. Puis, les membres du comité de pilotage n'ont pour argent pour les dédommager que 45 000 francs par jour de travail. C'est tout, 45 000 francs seulement. Ça constitue ce qu'on appelle habituellement les frais de mission pour un cadre supérieur qui va donc en mission au Bénin, qui a déjà son salaire, qui a ses primes et qui a encore ce montant-là comme frais de mission. Alors, quand on a annoncé le chiffre de 159 millions, les gens ont cru que c'est les 159 millions-là que les membres du comité de pilotage vont se partager. Ce n'est pas vrai. Plus de la moitié de ce montant ira pour les experts. Il y en a 4. Comparaison n'a pas raison. C'est vrai. Mais puisque nous sommes dans la logique, il faut donner les chiffres. Et qu'on a donné les chiffres, ce pourquoi nous sommes d'accord. Je vais vous dire, pour les dernières élections du 8 janvier 2023, la Sénat a eu 5 milliards 635 millions 485 645 francs CFA, en plus de ce que les partenaires techniques et financiers ont donné, dont je n'ai pas le montant. Ce montant de 5 milliards là, c'est le budget national qui a donné. La Cour constitutionnelle a eu 1 milliard 86 millions 828 800 francs CFA. La Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication a eu 401 millions 34 710 francs CFA. La Cour des comptes a eu 221 millions 300 000 francs CFA. La Commission béninoise des droits de l'homme a eu 14 millions 895 000 francs CFA. Le ministère de la Défense a eu 537 millions 259 950 francs CFA. Le ministère de l'Intérieur a eu 652 millions 128 500 francs CFA. Le ministère du Numérique a eu 159 millions 394 700 francs CFA. Le ministère de la Décentralisation a eu 88 millions 281 170 francs CFA. Et le ministère de la Justice a eu 55 millions 375 000 francs CFA. Au total, en dehors de la Sénat, les institutions que je viens de citer ont eu 3 milliards 216 millions 497 830 francs CFA. Comparaison n'est pas raison. Voilà ce qui s'est passé. Donc, et vous savez tous qu'il ne peut jamais y avoir élection s'il n'y a pas une liste électorale. La liste électorale est le premier outil dont on peut se servir pour faire les élections. Et si pour les élections, on a dépensé au niveau du budget national, au niveau de toutes les institutions que je viens de citer, ces montants-là, 159 millions pour faire le fichier électoral afin qu'il soit acceptable par tous,
pour garantir la sincérité et la transparence d'un vote, ce n'est pas beaucoup. Président, nous qui sommes peut-être les esprits avertis, hein, ont des craintes plutôt par rapport, on trouve la cagnotte un peu maudite. Est-ce qu'avec ce montant, parce qu'on se rappelle du COSLEPI hein, et de combien on mettait pour faire ce genre d'opération, est-ce que, bon, pour ceux qui sont avertis, ce montant n'est pas un peu insuffisant? C'est réellement insuffisant, mais nous avons voulu être dans l'austérité et dans les dispositions budgétaires de notre pays. Nous avons minoré les montants officiels qui nous ont été donnés pour les experts et nous espérons que quand ils vont arriver, on va essayer de les amadouer, de leur faire comprendre les moyens dont dispose le Bénin et j'espère qu'ils vont accepter pour faire le travail. Voilà ce que je peux vous dire. Par rapport donc au montant reçu, à quoi doit-on s'attendre dans les jours à venir? Alors, maintenant que tout est prêt, nous attendons de prendre le relevé du Conseil des ministres. Ça ne saurait tarder. C'est dans les prochaines heures. Tel que nous avons cela, nous allons lancer l'appel à candidature pour les 4 experts. Un expert légal, un expert en biométrie électorale, un expert en numérique électoral et un expert statisticien démographe. Les 4 seront recrutés. Ils vont venir faire le travail ici. On va signer un contrat avec eux. Le contrat sera enregistré normalement et ils ont 45 jours pour faire le travail. Ils iront dans la base de données pour voir si toutes les dispositions légales et réglementaires prévues par les tests ont été respectées dans l'enregistrement de la base de données. Si ce n'est pas le cas, ils vont voir ce qu'il y a lieu de faire. Ensuite, il y a un algorithme, c'est-à-dire un logiciel, qui permettra d'extraire de la base de données la liste ou sinon le fichier électoral devant servir pour les élections de 2026. Ils vont analyser en tant qu'experts cet algorithme-là, ce logiciel-là, pour voir sa compétence, sa capacité. Est-ce que ça garantit que tout se passera bien? Est-ce que ce logiciel ne va pas laisser passer des mineurs par hasard? Est-ce que ça ne va pas laisser un certain nombre de défaillances qu'on saurait faire? Et donc, les experts vont faire ce travail et vont préparer tout ce qu'il faut dans les 45 jours. Puis, nous avons prévu un séminaire de validation de leur rapport. Et au cours de ce séminaire de validation, nous allons inviter toutes les parties prenantes, les partis d'opposition, les partis de la mouvance, l'exécutif, le législatif et tous ceux dont nous avons une connaissance pour faire le travail, pour venir écouter et valider le rapport. Toutes les recommandations qui seront faites là-dedans, qui seront des recommandations scientifiques et techniques, je répète, scientifiques et techniques, seront prises en compte pour être corrigées. C'est ce qu'on appelle apurement de la base de données avant qu'on ne puisse extraire le document. Nous espérons qu'on doit pouvoir finir ce travail au plus tard fin mai 2025 pour laisser le temps qu'il faut afin que toutes les corrections se fassent juillet, août, pour que la première extraction se fasse en septembre 2025. Voilà comment les choses vont se passer. Alors, il y en a qui pensent que l'opération que vous avez engagée n'est pas légale parce que selon les tests de la République, vous n'êtes pas dans les délais légaux. Est-ce que vous leur donnez raison? Mais non, ça c'est des considérations politiciennes. Nous avons déjà dépassé ça. Le Conseil des ministres, présidé par le président de la République, a validé le travail. Personne ne peut dire que nous ne sommes pas dans la légalité ou dans la réglementation. Deuxième chose, le code électoral en vigueur ici au Bénin actuellement, à cette date où nous faisons cette émission, dit très clairement qu'on peut faire l'audit. C'est écrit, l'article 1er du code électoral. Donc une loi a bien défini qu'on peut faire l'audit. A bien défini qu'une fois l'audit fait, on peut faire l'apurement. C'est écrit dans la loi. Et toujours l'article 1er de cette loi dit que quand on va faire l'audit, quand on va faire l'apurement, on peut faire les mises à jour. Donc, nous avons la loi avec nous. Nous avons le président de la République
et le Conseil des ministres avec nous, personne ne peut dire que nous ne sommes pas à la bonne disposition pour faire le travail. Alors, lorsque on a regardé, hein, à suivre de près les informations, il y a un siège qui est encore vide à votre niveau. C'est le siège que devrait occuper le représentant des partis de la mouvance présidentielle. C'est exact. Qu'est-ce qui se passe? Parce que lors de vos visites, on a vu quand même qu'ils ont mis des réserves. Hein, nous avons, dès que le comité de pilotage a été mis en place, nous avons écrit le 31 janvier 2025 à tous les partis politiques de la mouvance. L'Union progressiste, le renouveau, a reçu notre invitation, notre lettre plutôt, par laquelle nous demandons au président des partis politiques de la mouvance l'audience pour les rencontrer et leur expliquer comment, techniquement et scientifiquement, nous voulons faire le travail. L'Union progressiste, le renouveau, nous a donné rendez-vous pour le 10 mars 2025. Moël Bénin a reçu toujours le 31 janvier 2025 notre demande d'audience et nous a déjà reçu. Le Bloc républicain a reçu le 31 janvier 2025 notre demande d'audience. Renaissance nationale a reçu le 31 janvier 2025 notre demande d'audience. Madame la présidente de la Renaissance du Bénin nous a dit qu'elle va nous recevoir dans les prochains jours. Nous attendons pour le moment la réponse du Bloc républicain. Et quand nous allons les rencontrer, nous allons bien leur expliquer le travail scientifique et technique que nous voulons faire. Je n'ai pas compris comment ils nous ont suivis pour qu'on fasse le travail ensemble du 19 au 28 octobre 2022, toujours concernant l'audit du fichier électoral, et que cette fois-ci, ils ne veulent pas venir avec nous, on leur expliquera, pour qu'ils comprennent que c'est nécessaire. Et justement, comme vous venez de le dire, une place est réservée pour l'ensemble des partis de la mouvance pour désigner un représentant. Et comme vous le constatez, il y a 6 membres du comité de pilotage. 5 sont connus aujourd'hui. Mais il y a 4 de la société civile. Sur les 6, il y a 4. Donc, majoritairement, c'est la société civile. Une fois que le comité de pilotage a été élu, votre humble serviteur qui vous parle, j'ai demandé tout de suite aux partis politiques, retirez-vous de cette affaire, laissez main libre à la société civile de travailler en bonne intelligence pour la transparence et pour garantir à ce que tout le monde soit à l'aise dans le travail qui sera fait. Et ils se sont retirés réellement. Donc, il y a un seul représentant de parti politique de l'opposition dans le comité et nous espérons qu'il y aura un qui viendra combler le vide pour les partis de la mouvance. Il y a 4 de la société civile qui ont un nom et qui doivent respecter et crédibiliser leur institution. Les politiciens ont beaucoup de tout dans leur sac que moi, de la société civile, je n'arrive pas à comprendre. Mais ce n'est pas propre au Bénin. Nous avons déjà fait l'audit du fichier électoral au Togo, à Madagascar, au Mali, au Sénégal, au Kenya, en République démocratique du Congo, pour ne citer que ceux-là de mémoire. Parce que quand j'étais président du Conseil de l'Union africaine contre la corruption, j'ai parcouru les 54 États pour voir comment ça se passe. Je vais taire le nom des pays pour ce que je vais dire. Nous avons des pays où, quand c'est la mouvance qui demande à faire l'audit du fichier électoral, les partis d'opposition disent non, vous ne voulons pas venir. Ils refusent. Et quand dans un autre pays, c'est l'opposition qui demande à faire l'audit du fichier électoral, la mouvance dit je ne veux pas venir. Donc, moi je ne suis pas surpris personnellement. Mes autres collègues du comité de pilotage sont surpris parce qu'eux, ils n'ont pas eu la chance de voir ce que moi j'ai vu, n'est-ce pas? Et donc je sais que c'est comme ça. Et cette logique-là des partis politiques, moi je ne maîtrise pas ça, je ne me retrouve pas. Que vous ayez accepté de faire un travail il y a 2 ans et demi sur le même sujet et que l'on veut le faire maintenant, vous dites non, nous ne venons pas. Moi, ma compréhension en tant que humble serviteur, c'est parce que c'est un parti qui a demandé. Parce qu'en octobre 2022,
c'est la société civile qui a demandé. Ils sont tous venus. Maintenant, peut-être que c'est un parti qui a demandé, ils ont la réticence de venir. Mais désormais, l'affaire se trouve entre les mains de la société civile. Et ils m'ont fait confiance en m'élisant au poste de président du comité. Je vais conduire les travaux. Et pour que tout le monde soit à l'aise, nous avons prévu que ce soit des experts internationaux qui viennent faire le travail. Pour qu'on ne dise pas, ah, c'est des Béninois, hein? On les a téléguidés. Ah, on les a corrompus. Ah, c'est des experts internationaux qui vont jouer leur crédibilité pour venir faire le travail tel qu'il faut, en tant qu'experts, afin que nous puissions avoir, au soir de leur rapport déposé, quelque chose qui puisse sécuriser tout le monde. Alors aujourd'hui, hein, quel est l'impact, le toilettage de ce fichier-là dans la crédibilité des élections? Nous ne pouvons rien dire sans vouloir tutoyer, titiller ou pointer du doigt un groupe ou quelqu'un. Alors, ce que nous pourrons dire, c'est qu'il faut laisser les experts faire le travail. Ils sont des spécialistes. Ils vont peut-être découvrir des choses. Comme je le dis souvent, c'est celui qui ne fait rien qui ne peut pas se tromper. Pendant 9 ans, les agents de l'ANIP ont inséré des choses dans la base de données. Peut-être qu'ils ont fait des erreurs, de bonne ou de mauvaise foi. Peut-être qu'ils n'ont pas fait d'erreur. C'est justement le rôle de l'audit de découvrir ces erreurs-là et de proposer les corrections. Si sur la base des soupçons, moi je viens dire sur le plateau, il y a ceci, il y a cela, il y a ceci, il y a cela, on m'a dit, il est en train de conditionner ou de téléguider les experts qui vont arriver pour aller dans son sens. Je ne dirai jamais ça. Donc, prenez patience, les experts vont arriver, ils vont faire le travail et selon leurs résultats, nous verrons ce qu'ils auraient retrouvé. Alors, le premier atelier de la synthèse de tous ces travaux-là est prévu pour septembre à vous. Non, avant. Août. Nous avons dit, l'atelier de validation est prévu pour la fin des travaux des experts. Laquelle fin des travaux des experts est prévue pour fin mai ou première quinzaine du mois de juin 2025. Okay. Et quand on aura fait ce travail-là, un séminaire de validation sera fait donc à la fin de leurs travaux. Ils seront là pour se justifier, pour expliquer et pour convaincre. Nous avons donné une marge juillet et août pour que toutes les éventuelles corrections à faire dans la base de données puissent se faire. En principe, en 2 semaines, ça doit se faire. Mais on a donné une marge de 2 mois pour que toutes ces corrections-là puissent se faire, puisque la loi dit qu'en septembre 2025, la première extraction se fera de la base de données pour que l'on puisse commencer par dire nous amorçons le processus de la liste électorale informatisée et de la liste électorale informatisée provisoire pour permettre à ce que les électeurs aillent regarder dans leur centre de vote, dans leur poste de vote, si tout s'est bien passé, ceux qui auront leur nom affiché dans une autre commune, dans un autre arrondissement, vont faire la réclamation pour qu'on puisse les mettre dans leur poste de vote habituel, ou ceux qui vont voter pour la première fois doivent faire la réclamation nécessaire pour qu'on puisse les mettre dans leur poste de vote de leur localité. Alors, à quand la fin de vos travaux pour qu'on ait une liste totalement débarrassée des coquilles? La fin des travaux est prévue pour fin mai 2025. Et s'il doit y avoir un retard, nous prévoyons première quinzaine du mois de juin 2025. Le travail sera fini. Et maintenant, les experts vont rentrer. Les recommandations qui seront retenues, c'est l'ANIP qui va les introduire dans la base de données pour faire la correction. Et nous,
comité de pilotage, nous serons là pour faire le suivi afin de voir si oui ou non toutes les corrections proposées et retenues après l'audit sont bien corrigées dans la base de données. Puisque quand on va faire le tirage des documents, nous allons envoyer des gens voir sur les listes électorales si tout ce qui a été prévu comme correction avait été respecté. Voilà. Alors, si c'est respecté, l'ANIP va se charger donc de Oui. ce qu'il faut extraire, Oui. les corrections de ce qu'il faut corriger. Et quand on aura fait tout ceci, la liste sera transmise à la Sénat, c'est ça? Absolument, c'est bien ça, oui. C'est ce que le code a prévu à ses articles 120, 121, 124 et consorts. Qui s'en préoccupe? Qui s'en occupe? Mais non, c'est fini. Une fois qu'on aurait fait ça, que tout va bien, c'est l'ANIP qui sort la liste, qui fait le nécessaire et qui invite le président de la Sénat pour le faire. Ce qui s'est passé pour les élections du 8 janvier 2023, c'était la même chose. C'est la même chose qui va se passer aussi pour les élections de janvier 2026. Dans tout ce processus, vous êtes présent? Nous serons présents. Alors, comment on fait aujourd'hui, hein, quand vous aurez fini tout? Est-ce que la présence ou non, partie de la mouvance de leurs représentants peut bloquer le processus? Pas du tout, pas du tout. Je viens de donner l'exemple d'autres pays. Quand un camp n'est pas là, on travaille. L'essentiel est qu'on l'ait invité. Le cadre de concertation a invité les partis politiques de la mouvance à venir. Ils ont fait des réticences. Le comité de pilotage a saisi officiellement les partis politiques de la mouvance. Nous allons les rencontrer. Si encore ils font la résistance et qu'ils ne veulent pas venir, on ne va pas forcer quelqu'un à venir. Surtout que ce n'est pas nous qui allons faire le travail, que ce sont des experts qui vont venir, des experts indépendants qui vont venir faire le travail. Et à la fin, on va également les inviter à ce séminaire de validation. S'ils viennent, tant mieux. S'ils ne viennent pas, il n'y a pas de problème. Ce qui est certain, c'est que le travail va se faire selon les règles de l'art, techniquement, scientifiquement, pour le bonheur du peuple béninois. Et je rappelle qu'en ce moment où le comité de pilotage a été mis en place, tous les membres du comité de pilotage travaillent pour la nation. Nous ne travaillons pas pour un parti, nous ne travaillons pas pour une mouvance, nous ne travaillons pas pour une opposition, nous ne travaillons pas pour le président de la République, nous travaillons pour la nation. Tout ce que nous allons faire sera dans l'intérêt supérieur de la nation. C'est comme ça que ça va se passer. Si on va dans la base de données et qu'on trouve des déchets qui doivent être corrigés, nous serons les premiers à dire qu'il faut les corriger. Nous n'allons faire du cadeau à personne parce que X ou Y aurait fait ci ou aurait fait ça. À notre âge, nous n'avons pas subi la pression de qui que ce soit. Personne ne pourra nous manipuler pour faire le travail. Nous allons le faire selon les règles de l'art et comme il faut pour le bien du pays. Alors, Président, cette émission tire à sa fin. Quel est l'avantage d'avoir un fichier qui est bien nettoyé, un fichier propre, un fichier qui adhère, n'est-ce pas, aux principes démocratiques acquis? Le travail que je fais en tant que président du FONAC est de lutter contre la corruption. Et dans les élections, la fraude électorale constitue un élément important et cette fraude électorale-là fait partie de la corruption. Alors, à quel niveau se situe la fraude électorale dans le processus électoral? D'abord, au niveau de la révision de la liste électorale, il y a possibilité de fraude. Ensuite, au niveau de l'affichage de la liste électorale, il y a possibilité de fraude. Pour les cas où il faut établir les cartes d'électeurs, il y a possibilité de fraude électorale. Pour les cas où il faut distribuer les cartes électeurs, il y a possibilité de fraude électorale. Pendant la campagne électorale, il y a possibilité de fraude électorale. Lors du scrutin, il y a possibilité de fraude électorale. Et je me souviens comme si c'était hier. Pendant que nous faisions les élections, les postes de vote ou bureaux de vote, comme on les appelait à l'époque, il y a des partis politiques qui viennent aux alentours du poste de vote, dans une maison donnée, avec de l'argent. Quand les
électeurs vont dans le poste de vote, il y a un indicateur qui dit il faut aller dans cette chambre, il faut aller dans cette maison là-bas. Là. Il va là-bas, on lui donne de l'argent et on lui dit voici ce que tu vas voter. Il prend l'argent, il s'en va. À l'époque, on faisait bulletin par bulletin par bulletin. On dit à celui-là, quand tu vas là-bas, tu vas voter pour celui que je t'ai dit là. Tu nous ramènes le reste des papiers pour qu'on soit sûr que tu as voté pour notre candidat et tu vas prendre le reste. Mais avec le bulletin unique maintenant, ce n'est plus possible. Par contre, ils font toujours ce que nous disons là et les gens viennent à la maison, non loin du bureau de vote, pour prendre l'argent et on leur dit attention, nous sommes dans un pays de vaudoum. Tu prends mon argent. Si tu ne votes pas pour le candidat dont je t'ai parlé là, le vaudou va t'attaquer. Donc, à tous ces niveaux-là, il y a la fraude électorale qui est possible. Le jour du scrutin, c'est ça là que je viens de dire. Ensuite, le dépouillement. Il peut y avoir la fraude électorale au niveau du dépouillement. Voilà pourquoi il est demandé à ce que tout le monde soit vigilant. Que l'on vienne voir, que tout le monde vienne voir. Que les partis politiques envoient des représentants pour être présents afin qu'on ne leur vole pas entre griffes leur scrutin. Au moment de la centralisation au niveau des arrondissements, il peut y avoir fraude électorale aussi. Et enfin, au niveau de la proclamation des résultats, il peut y avoir également fraude électorale. Donc, à tous ces niveaux-là, la fraude électorale qui est donc la corruption peut se faire. Et de ce point de vue, je suis totalement dans mon rôle en tant qu'un homme qui combat la corruption, de faire le travail pour lequel je me suis engagé pour le faire. Voilà, Président, cette émission est vite passée. Hein? Votre mot de fin. Je dirais tout simplement que je remercie votre chaîne parce que vous allez contribuer à faire en sorte que les Béninois puissent comprendre ce qu'il y a à faire dans l'audit du fichier électoral. C'est d'abord et avant tout un travail scientifique et technique. Ceux qui ont la charge de faire ce travail, à savoir les membres du comité de pilotage, ne sont pas des politiciens. Le président, votre humble serviteur, n'est dans aucun parti politique. Et de ce point de vue, ne sera manipulé par aucun parti politique. Nous avons prévu de faire venir des experts internationaux qui vont mettre en jeu leur honorabilité pour faire le travail. Nous souhaitons que tous les Béninois et les Béninoises nous accompagnent dans ce travail salutaire que nous voulons faire pour la nation, afin qu'au soir de la fin de ce processus de fichier électoral, nous puissions avoir un produit qui donne satisfaction à tout le monde et que les élections de 2026 se fassent dans la paix, dans la transparence et dans la sincérité. Merci à vous, Président Jean-Baptiste Elias. Chers amis téléspectateurs, merci d'être là. Audit du fichier électoral, ce qu'il faut savoir, c'est le thème de cette émission. Et nous espérons qu'en plus d'une cinquantaine de minutes, vous avez tiré l'essentiel. Le travail est enclenché, les moyens sont mis à disposition, l'austérité financière oblige, on a essayé de tailler les choses presque sur mesure. De toute façon, la liste électorale sera disponible à temps, une liste débarrassée de déchets pour permettre aux Béninois d'aller aux élections dans des conditions optimales. On espère que la volonté affichée par le chef de l'État, la volonté affichée par donc, les experts, la volonté affichée par la société civile, les partis politiques, la volonté affichée par les uns et les autres permettra d'aboutir à une liste électorale totalement débarrassée de déchets pour permettre une élection crédible, fiable et dans un pays où il règne la paix et le bien vivre. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. Merci à vous, M. Jean-Baptiste Elias. Merci beaucoup. Et on se dit à la prochaine. À la prochaine, absolument. Est ouvert à vous, chers amis téléspectateurs. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Le meilleur reste à venir.